Un nirvana pour une fois tout en douceur pour dire bonjour, rebonjour à Philippe Mettens, administrateur de l'UMONS. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec un très très grand plaisir. La dernière fois qu'on s'était vu ici, on parlait encore de fête estudiantine, de rentrée à peu près normale. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Caramba, encore raté. Il s'est passé quelque chose, comme on disait. Oui, il s'est passé quelque chose avec un être vivant dont j'ai oublié le nom. Tellement nous en parlons. Petit. dont on ne doit pas prononcer le nom. Très intrusif. Très intrusif et qui a un impact énorme sur la vie universitaire. Absolument, et quand on pense effectivement aux premiers arrivants, donc les nouveaux inscrits, les nouveaux étudiants de l'UMONS, c'est à partir de cette intégration, de ces contacts qu'ils nourrissent les uns avec les autres, qu'on devient des étudiants, qu'on devient membre de cette communauté. Et donc cette distanciation, comme on le dit aujourd'hui, aura certainement un impact important. Et c'est ce qui nous amène aussi au niveau de l'université à essayer de prendre un certain nombre de mesures pour permettre, malgré les circonstances, aux étudiants de nouer ces contacts qui sont très fertiles. Je nous disais que vous étiez déjà en train de préparer les examens. Absolument. De janvier. Donc le volet festif, on peut en parler parce qu'il y a des nouvelles peut-être à annoncer à vos auditeurs, mais il y a aussi la préparation des examens de la première session. Alors c'est important de le faire maintenant pour qu'on fixe un cap, pour qu'on sache un peu, en fonction du caractère fluctuant des circonstances, dans tel et tel scénario, ce qui se passera concrètement. C'est important que les gens puissent se dire, c'est pour ça qu'on a aussi utilisé les codes de couleurs, on sait à quoi correspond chacun des codes. Et donc ici, on est en train tout doucement d'expliquer qu'il se pourrait, et il faut avouer que la probabilité est grande, qu'on puisse peut-être donc basculer dans un autre code couleur, le code orange, et on verra, comme ça les étudiants verront très concrètement ce à quoi ça pourrait amener. C'est-à-dire les examens entièrement à distance. En fonction de la taille des groupes, donc si on a des plus petits groupes en dessous de 50, on pourrait le faire de manière classique, dans des locaux, parce qu'il faut évidemment les infrastructures qui soient adaptées à la distanciation, au respect de la distance, et on n'en dispose pas, on a énormément de locaux, on a une institution qui est répartie sur toute la ville, mais cela ne suffirait pas à couvrir en même temps, en tout cas, tous les besoins, et donc il est vrai qu'au-delà de cette taille-là, on sera peut-être amené à tenir les examens à distance. Et on mentionnait l'aspect festif, j'ai entendu parler d'un chapiteau. Mais quelle bonne oreille. Pourtant, avec des écouteurs, ce n'est pas simple de tendre l'oreille comme ça. Effectivement, on a eu une super réunion du CAS, qui est notre groupe qui réunit avec, entre guillemets, les autorités, même si je déteste ce mot, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et les étudiants. On a eu une discussion assez vive, assez ouverte. Et il faut avouer qu'au départ, nous étions opposés à l'idée de tenir ces activités folkloriques, auxquelles moi je tiens beaucoup. J'étais président du cercle de médecine, donc j'adore ça. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités et qu'on sache que nos comportements peuvent aussi avoir un impact sur les autres, sur nos proches, sur nos familles, nos grands-parents par exemple. Et donc on était plutôt opposés à ça. Et ce qu'on a vu de vraiment très très chouette dans le chef des étudiants, c'est qu'il y a eu une réflexion approfondie et très responsable, en prenant vraiment acte de tous les éléments qui étaient significatifs. Et ils nous ont fait une proposition très concrète, avec des plans, des machins, etc. Et donc on s'est dit, Phil et moi, on s'est dit, tiens, dans le fond ils sont quand même pas mal, et on va les suivre. Et donc l'idée est qu'en effet, on installe dans un premier temps sur la plaine de Nimy un grand chapiteau qui aura une vocation assez multiple, puisqu'il s'agira d'accueillir les étudiants en délestage, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ne pourront pas assister aux cours pourront se retrouver là, sachant que, par exemple, le restaurant, on ne sait accueillir qu'un nombre limité d'étudiants, donc c'est une zone de délestage qui sera sympa, qui sera configurée dans le respect des normes sanitaires. Et puis, c'est aussi un endroit qui pourra effectivement accueillir des soirées, et des soirées, mais dans un cadre responsable, au sens où il faudra badger, il y aura un nombre limité, on pourra faire du tracing si jamais il s'avérait que des cas étaient détectés plus tard. Donc, quelque chose dans un cadre qui est un peu plus rassurant pour nous, pour les étudiants, même aussi d'ailleurs dans une certaine mesure pour le voisinage. Et si on voit que le système fonctionne ou qu'il ne dysfonctionne pas, on pourrait évidemment l'élargir sur d'autres
campus de Lumons, on verra. Mais je pense qu'il y a une très bonne dynamique et qui est née de la collaboration, de la concertation permanente que nous avons avec les étudiants, pas seulement les étudiants, aussi les scientifiques, le PATO, mais avec les étudiants en particulier, la relation est très bonne. Et ça nous permet d'avancer ensemble, ce qui est quand même toujours souhaitable. D'ailleurs, cette bonne relation, ça s'est vu à la cérémonie de la rentrée académique, qui se faisait surtout en streaming vidéo cette année-ci, sauf peut-être 200 personnes. Alors, oui, c'est ça, 200. Qui ont pu être tirées au sort. Ça donnait d'ailleurs un aspect assez paradoxal, parce que nous qui étions dans la salle, on se dit c'est quand même un peu tristounet de ne voir que si peu de monde, mais peut-être est-ce la rentrée académique où il y a eu le plus de monde, puisque les gens avaient l'occasion de la voir en streaming. Et j'étais à côté de la ministre Glatini qui me disait « Mais comment est-ce que tu as fait? Tu as payé tous les orateurs ?» Comment ils exprimaient comme ça la satisfaction par rapport à la façon qu'on a eu ensemble de gérer cette crise, qui a quand même donné dans certaines institutions, notamment universitaires, pas mal de problèmes. Et ici, on sentait qu'il y avait une gratitude qui s'exprimait vis-à-vis de la communauté Lumons. Et à nouveau, pas seulement à l'égard de l'administrateur, du recteur, des vice-recteurs, des machins, pas du tout. On sentait qu'il y avait une gratitude par rapport à la communauté. Et ça, c'est quand même un sentiment tout à fait particulier qu'on rencontre à Mons. Et c'était vraiment très sympa, presque émouvant d'ailleurs d'entendre ça. Et à nouveau, c'est quand même pas banal, il faut le reconnaître. On a connu des tensions énormes un peu partout. Et voir ça chez nous, c'est chouette. Oui, tout à fait. Une rentrée donc un peu bizarre, mais heureusement qui a pu se faire en grande partie en présence, surtout pour les nouveaux arrivants à l'UNIF. On y a tenu beaucoup parce que, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, les premiers arrivants, les nouveaux inscrits, les étudiants qui viennent du secondaire, ils ont besoin, c'est vraiment un basculement fondamental dans la vie en général, évidemment estudiantine en particulier, de découvrir un nouvel environnement, des locaux, des visages, des profs, une façon de travailler différente. Et donc, ce contact social est vraiment essentiel à l'intégration pas seulement comme on l'envisage classiquement, c'est-à-dire l'intégration sociale, mais aussi l'intégration dans les hautes études, dans les études. Et donc, je trouve que c'était important qu'on arrive à garantir ça. Et notre souci sera de rester le plus longtemps dans cette dimension de contact relatif, puisqu'il se fait toujours à travers ce masque, ce joli masque de Lumons, dont on connaît plusieurs déclinaisons. On peut le montrer à la caméra, puisque la vue est enregistrée. Classique de l'administrateur, et puis le côté un peu bariolé, puisqu'on a un très beau modèle bordeaux, couleur de Lumons, qui fonctionne bien, puis on en a aussi tout un certain nombre d'exemples. En tous les cas, c'est aussi un élément qui permet de faire, de montrer son appartenance à la communauté. Et donc, c'est devenu le nouveau support publicitaire à la mode. Ouais. Bah oui, là, il faut quand même chaque fois s'adapter aux situations, même les plus dramatiques, en tout cas les plus difficiles. Et donc c'est vrai que pour en revenir à notre intégration d'étudiants, on va essayer de tenir le plus longtemps possible pour que ces contacts s'établissent, même dans un cadre particulier. Et si malheureusement il fallait qu'on en change, on aura déjà acquis ces éléments-là. Et il y aura toujours évidemment une part de présence, par rotation. Donc il y aura une partie plus limitée d'étudiants qui pourra assister au cours en respectant des distances plus grandes. Et puis il y a une retransmission des cours qui se fera en streaming. Ça a été aussi l'objet d'un grand investissement très, très récent, puisqu'on a plus d'un demi-million d'euros a été investi pour équiper tous nos locaux, tous nos auditoires de capacité de captation et de diffusion en streaming. Ça nous permet de nous adapter. C'était peut-être l'occasion d'accélérer ce mouvement qui était de toute façon déjà en cours et qui nous permet, on l'a constaté d'ailleurs, de fonctionner avec une certaine fluidité. Et là, c'est vraiment une sorte de défi qui a été rencontré par les services de l'audiovisuel de Lumons, qui ont équipé dans un temps record et qui font fonctionner. Parce qu'il y a une sorte de méfiance vis-à-vis de la technologie, parfois la plus simple. Et donc, on a quand même des enseignants qui sont parfois un peu décontenancés face à l'obligation de donner cours ainsi. Et puis aussi, pour les récepteurs, les étudiants qui sont chez eux, c'est quand même une façon assez particulière de suivre un cours. L'interaction est moins évidente, mais enfin, tout semble fonctionner.
même si cette dimension humaine, évidemment, est un peu distendue, un peu modifiée. J'allais dire, le rôle d'administrateur, c'est d'un côté le patron de toute la partie administrative de l'université, mais c'est aussi les cordons de la bourse, en quelque sorte. Est-ce que cette crise qui a engendré tout un nombre d'adaptations très rapides a eu un effet difficile sur les finances des universités et de l'UMONS en particulier ? Clairement, ça a eu un effet effectivement sur les finances de l'université parce que ça nous a contraints à investir un certain nombre de choses. Ça a aussi eu un impact sur des recettes, mais ça a aussi évidemment réduit des dépenses. Donc il y a une sorte d'équilibre, mais évidemment la somme globale est relativement importante. Mais à nouveau, pour nous, c'est pas tellement ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on puisse faire fonctionner notre institution dans des circonstances quelconques. D'ailleurs, ici, c'est vrai que c'est particulièrement extraordinaire et on l'espère vraiment. Mais c'est sûr que c'est ça le job aussi. Le job, c'est de faire que, quelles que soient les circonstances, on parvienne à maintenir le cap. Et on a connu, dans un passé récent, il faut quand même s'en souvenir, quelques tensions financières. On a repris les choses en main et on a remis les choses sur les rails. Donc ça fonctionne bien. Et il y aura un petit impact financier, mais franchement, ça n'aura pas significativement ça n'occasionnera pas de difficultés considérables. Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête maintenant de l'administration, que vous êtes administrateur de l'université. On va dire ça comme ça. Un premier bilan de ce mandat. Je dirais d'abord le premier bilan que moi j'en tire. Moi j'ai entre guillemets et très modestement, une assez grande expérience du management à ce niveau de taille d'organisation, si je puis dire. Mais mon premier bilan, c'est la relation humaine, c'est la dimension humaine. D'abord, l'efficacité du travail qu'on organise en équipe, de manière permanente. D'abord, le recteur et moi, puis avec Marc Labie, qui habite dans ce bel édifice, et qui constitue avec Valérie Saint-Guilain ce qu'on appelle maintenant le G1, qui a été en fait le noyau de la cellule de crise. Donc il y a eu, au cours de cette période, ces 2 années écoulées, et le paroxysme de la crise, une sorte de renforcement extraordinaire de nos relations. Et donc cette dimension-là, cette dimension humaine, c'est vraiment le premier élément bilantaire que je retiendrai. Et puis évidemment, on a aussi connu, il faut le dire, dès le départ, une situation vraiment très tendue en matière de financière. On a vraiment dû faire des efforts considérables qui se sont d'ailleurs imposés au personnel. On a été contraint de renoncer à des recrutements, à remplacer des départs à la retraite. Donc c'était vraiment chaud. Mais en même temps, il y a eu de la mobilisation et on s'est serré les coudes et on est parvenu à mettre les choses en place. On a d'ailleurs réalisé sur 2 ans une réorganisation assez fondamentale de toute l'organisation administrative. Et ce qui est... il faut toujours trouver des éléments positifs dans les crises. Et ce qu'on a connu à travers le Covid, ça a été une sorte de stress test, comme on dit parfois dans le milieu financier, pour des banques. Ici, on a montré que le système qu'on a mis en place a été immédiatement éprouvé dans des conditions les plus exceptionnelles, notamment l'informatique, par exemple. On sait à quel point les services informatiques ont été soumis à des pressions énormes, alors qu'il s'est agi pour tout le monde, étudiants et enseignants, de travailler en ce qu'on appelle le distanciel. Il faut des systèmes informatiques qui tiennent. Et on a eu quasiment 0% de difficultés. Et donc, on a quand même mis en place une réorganisation très fondamentale. On n'a plus les mêmes directeurs, on a fusionné les équipes, on a vraiment... Un gros travail a été réalisé. Et il a été digéré à ce point rapidement qu'il a été capable de tenir la mer lorsque on a connu cette situation particulière. Et il en est de même dans toute une série d'autres directions qui ont subi ces modifications. Donc on sent qu'il y a une inclination, une perméabilité au changement dans les équipes de l'UMONS qui est vraiment très enthousiasmante. Et donc on a passé c'est le côté petite université, côté familial ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une petite université, vraiment. C'est comme ça qu'on vendait l'université il y a 20 ans quand moi j'y étais. Tout à fait, moi aussi d'ailleurs. On la vendait comme ça à l'époque où j'y étais, un petit peu plus longtemps d'ailleurs. Mais c'est vrai que malgré la croissance, dans l'esprit des gens qui la vivent, il y a ce sentiment de proximité. Et la proximité, c'est donc aussi un peu la taille. Or, ce qui se passe, et c'est ça la quadrature du cercle, me semble-t-il, c'est qu'on dépasse les 10 000 étudiants, qu'on a plus de 2000 personnes qui travaillent chez nous, qu'on a quasiment toutes les facs. Vous savez, on en a parlé dans les médias,
que notre ambition est d'avoir un master en médecine et d'avoir éventuellement le master en droit aussi, quand ces deux acquis seront dans la poche de l'UMONS, mais je veux dire, il n'y a rien qui la distingue des autres. On n'aura jamais la théologie à l'UMONS. Et donc, je crois que rien ne nous distingue des autres, sauf précisément cette dimension, cette proximité dans la relation. On a entre nous une relation absolument décloisonnée qui est essentielle. Il n'y a pas de lutte de caste, de classe, de distance entre les catégories de personnel. Je pense qu'on cultive une relation équidistante entre le recteur et la dame qui entretient nos bâtiments. Et ça, et évidemment nos étudiants aussi, et tout ça, ça contribue à ce sentiment de proximité, cette vision un peu familiale, une très grande famille, mais une famille quand même. Une très grande famille qui a aussi un rôle sociétal à jouer dans la NO, peut-être plus qu'une ULB à Bruxelles ou l'université à Liège, par exemple. Et ça, on en est vraiment imprégné, parce que il faut jamais oublier qu'une université, c'est pas seulement un lieu où on enseigne, c'est un lieu où on fait aussi de la recherche, et on a aussi un rôle dans la région dans laquelle on se situe. Et c'est vrai que quand on est dans une capitale comme Bruxelles, même si les difficultés sociales sont importantes, on n'a pas la même perception du rôle que l'ULB a vis-à-vis de sa région. Ici, à Mons, c'est un enjeu fondamental, c'est un enjeu d'élévation, de libération qui permet effectivement à des jeunes dans des situations souvent compliquées de pouvoir accéder à des études et donc de pouvoir faire un chemin dans les meilleures conditions. Et c'est aussi ce qui nous amène à notre développement sur Charleroi, qui est quand même la plus grande ville wallonne, qui a aussi des difficultés importantes, mais qui est en plein rebond. Il suffit de se promener aujourd'hui dans les rues de Charleroi, dans certains quartiers, pour voir la mutation qui est en train de se mettre en place. Et j'ajouterais aussi la région de Tournai et de Moucron, qui sont aussi des zones de sous-diplomation de l'enseignement universitaire, et simplement parce qu'il y a une distance, parce qu'il n'y a pas un enseignement de proximité. Il y a les hautes écoles, et on sait que les hautes écoles servent parfois de tremplin, de continuum vers l'enseignement universitaire. Et notre ambition, à moyen terme, est vraiment de développer nos implantations également sur Tournai. Parce que c'est notre vocation que de rayonner à l'échelle du Hainaut, et pas seulement de Mons. Je pense qu'il y a une erreur historique, évidemment, c'est une marque de fabrique désormais, de ne pas avoir gardé ce titre d'université du Hainaut, comme c'était le cas auparavant. C'est l'université de Mons-Hainaut, et d'être resté UMONS. Mais UMONS, c'est UMONS, comme c'est ULiège, comme c'est UNAMUR, comme c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui. Il y a bien des universités d'autres universités qui ont des campus à Mons qui ne s'appellent pas... Oui, voilà. Hainaut, même pas Hainaut, donc voilà. Voilà. Et donc, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, qui essayons de guider, d'insuffler une dynamique, c'est qu'on ait cette vocation de rayonnement ennuyé, cheville au corps. Parce que ce serait une erreur de la confiner à la ville. Et parce que, à nouveau, comme vous le disiez, c'est un enjeu essentiel et c'est un devoir pour ce qui nous concerne que d'agir pour permettre à un maximum de jeunes, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'accéder aux études et de pouvoir s'épanouir dans la vie. Donc dans quelques années, un campus à Tournai comme à Charleroi ? Absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant et intéressant, c'est que sur Tournai, il y a déjà des infrastructures qui existent, ce qui n'est pas tout à fait le cas à Charleroi, puisque là, on est en train de procéder à des travaux importants dans des bâtiments qui existaient, qui avaient déjà une vocation d'enseignement. Sur Tournai, il y a des bâtiments nouveaux qui ont été construits dans le cadre des fonds européens et qui ont besoin, en quelque sorte, de trouver du sens. Et je pense qu'un des sens qu'on peut leur donner, c'est de développer une offre universitaire additionnelle. Et l'UMONS est évidemment le partenaire naturel de ce développement. Et nous avons des contacts importants, fréquents, réguliers avec les autorités de la région, avec celles qui gèrent, notamment IDETA, qui gère ces infrastructures. Et il y a une aspiration, il y a une demande, il y a un besoin. Et donc, évidemment, Philippe et moi, on a plutôt beaucoup d'énergie. Je pense que c'est nécessaire.
Mais il faut aussi qu'on ait les équipes qui puissent évidemment suivre tout ça, parce qu'il faut quand même reconnaître que quand nos enseignants de Mons vont à Charleroi, et c'est quand même pas anodin. Et ils le font par devoir, en quelque sorte, parce qu'ils savent que c'est important d'aller à Charleroi. Mais ajouter cela en plus, il va y avoir un certain nombre de contraintes qu'il va falloir gérer. Il faut qu'on puisse progressivement se donner les moyens de ses ambitions, et on le fera. Nous allons entrer dans un prochain plan, un plan de personnel de 4 années, qui va commencer à partir de 2022. Ici, on est toujours dans une transition de 2 ans qui s'achève avec l'année 21. Et puis, dans ce plan-là, on va vraiment marquer l'ambition. Ce qu'on veut, parce qu'on a suffisamment dégagé de moyens financiers nouveaux pour pouvoir assumer cette ambition, eh bien, on va se donner les moyens de ce déploiement, parce qu'il est existentiel, parce qu'il est essentiel que nous le mettions en place. D'accord. Il faudra bien un 2e mandat pour réaliser tout ça. Oui, et c'est ce que j'aime à travers la conversation que nous avons maintenant, c'est qu'on a vite abandonné la question du volet d'accès à UFM et des problèmes contingents. Mais c'est qu'en fait, on s'inscrit dans une vraie stratégie, une stratégie une stratégie globale qui consiste à d'abord donner les conditions du déploiement et l'accompagnement de cet essor. Donc ça, c'est la vision aussi, c'est aussi la mission de l'administrateur. Et c'est ce qui fait aussi la caractéristique de notre relation, Philippe Dubois et moi, c'est qu'on travaille ensemble sur tous les aspects. Il est aussi préoccupé par l'efficacité de l'informatique que je ne le suis, par exemple, par le développement sur Tournai ou Charleroi. Il faut qu'on fasse un corps avec toutes les dimensions qui sont intégrées. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le job sympa. Moi, je n'ai pas vocation seulement à m'occuper des finances. Les finances, c'est bien, mais c'est jamais qu'un moyen. Et donc, ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Et en agissant de concert, comme ça, dans un binôme, on est en capacité de faire des choses très enthousiasmantes. Parfait. UFM, la radio montoise.